Félix Tshisekedi dénonce l'agression rwandaise en Belgique où il séjourne depuis ce mercredi. Le président de la République a exigé des sanctions contre le pouvoir de Kigali et compte faire annuler le dernier protocole d'accord entre le Rwanda et l'Union européenne. La MONUSCO a plié ses bagages au Sud Kivu, plus précisément à Kamanyola, une cité frontalière entre la RDC et le Rwanda dans la plaine de Ruzizi. Les casques bleus étaient installés sur les lieux depuis 19 ans jusque ce mercredi. À la suite de la démission de Modeste Bahati Lukwebo, un sénateur s'est autoproclamé président du Sénat, contrairement à ce que disent le texte, une situation que plusieurs observateurs dénoncent déjà, tel que vous le suivrez dans ce journal. Les Sénégalais devraient aller aux urnes le 2 juin prochain. C'est une des conclusions des échanges qui ont actuellement lieu au pays en pleine crise. Après le report brusque de ce rendez-vous, les opposants Karim Wade et Ousmane Sonko, exclus du processus, pourront tous deux revenir à l'issue des négociations. Mesdames et messieurs, bonsoir. Diplomatie. Après avoir été en Angola pour des discussions sur la situation sécuritaire de l'Est de la RDC, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est arrivé ce mercredi en Belgique. Avant de rencontrer le roi Philippe, il a eu un tête-à-tête avec le Premier ministre belge Alexandre De Croo sur notamment la coopération bilatérale, les sujets d'intérêt commun et la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette visite à Bruxelles en Belgique est une première tournée européenne du chef de l'État Félix Tshisekedi depuis sa réélection en décembre dernier à la magistrature suprême. Elle intervient une semaine après la signature du protocole d'accord entre l'Union européenne et l'agresseur de la RDC, le Rwanda, sur la création de la chaîne des valeurs pour les minerais stratégiques critiques. Répondant aux questions des journalistes à Bruxelles, le président Félix Tshisekedi a rappelé la position ferme de son cher et beau pays concernant la crise sécuritaire dans l'Est et le récent protocole d'accord signé entre l'UE et le Rwanda. Tshisekedi a par ailleurs appelé pour la énième fois les Occidentaux à prendre des sanctions à l'encontre de Kigali. Des sanctions. C'est la seule chose qui pourra faire reculer le dictateur Paul Kagame. Et je suis content de la position de la Belgique qui se pose aussi des questions sur cet accord. Et nous pensons que cette position est très intelligente parce qu'elle va même dans le sens de dire on doit alors, si accord il y a, prendre soin de vérifier la traçabilité et donc la provenance de ces minerais. Nous sommes certains que ce sont des minerais volés à la République démocratique du Congo et il n'est pas question pour nous que cet accord puisse passer ici. De son côté, le Premier ministre belge Alexander De Croo note que la Belgique est prête à envisager des sanctions individuelles dans un cadre européen. Quant au protocole d'accord UE-Rwanda sur les matières premières critiques qui a provoqué la fureur de Kinshasa, le timing est mauvais, a reconnu Alexander De Croo, Premier ministre belge. Après ce tête-à-tête, le président de la République Félix Tshisekedi s'est également entretenu avec son Altesse Philippe, roi des Belges, sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. À ces sujets, le roi Philippe a renouvelé sa solidarité envers le peuple congolais. Si la guerre prend fin au Nord Kivu, le Rwanda sera sérieusement affecté sur le plan économique, touristique, commercial et immobilier, car sa survie dépend de la contrebande minière, déclaration faite par Julien Paluku Kaongia pour l'ancien gouverneur du Nord Kivu pendant 12 ans. Le coltan, la cassitérite, l'or et les niobiums constituent les vrais FDLR pour Paul Kagame. Il était l'invité du magazine Face à Face sur Top Congo FM. La stratégie du Rwanda vise 4 types d'objectifs. Le premier objectif, quand le Rwanda mène la guerre via les M23, c'est d'abord pour son économie. Son économie tient entre 40 et 60% de la contrebande minière. Tous les coltans que nous avons dans les Massissi, vous savez, Massissi a 60 à 80% des réserves mondiales du coltan. C'est ça, c'est que les rebelles poursuivent pour assurer l'approvisionnement régulier du Rwanda. Alors, si la paix revient au Nord Kivu, c'est-à-dire le budget de l'État de Kigali perd entre 40 et 60% de ses recettes. Ça, c'est le premier objectif pour lequel le Rwanda mène la guerre. Deuxième objectif, c'est le tourisme. Vous savez que Rutshuru, c'est le sanctuaire des gorilles de montagne. Alors, quand il y a insécurité à Rutshuru, ça fait que seul le Rwanda devient le sanctuaire des gorilles. Et vous savez, pour voir un gorille par les touristes, entre 1500 et 2000 $.
Ça fait que le tourisme remporte au Rwanda entre 300 et 500 millions de dollars l'an. Alors, semer l'insécurité dans les Rutshuru, c'est empêcher effectivement la reprise du tourisme mondial. Troisième mobile pour lequel la guerre est menée au Rwanda, parce que c'est une guerre économique, c'est en fait les commerces. Vous savez, comme Masisi, Rutshuru, Kichanga, toutes les artères sont asphyxiées. Rwanda évacue toute sa production vers Goma, parce qu'il y a une nécessité absolue. Et donc, c'est un objectif pour lequel il doit continuer à mener la guerre. Quatrième objectif, c'est le secteur immobilier. Avec la contrebande minière, le Rwanda a eu suffisamment de moyens et de ressources pour construire beaucoup de maisons à Kigali, à Gisenyi, et beaucoup de Congolais, à la suite de l'insécurité, préfèrent aller louer des maisons à Gisenyi ou à Kigali. Alors, ça fait qu'effectivement, si la guerre prend fin, le secteur immobilier du Rwanda va chuter. Vous savez un phénomène que le président a évoqué, le phénomène de recyclage des FDLR. Les véritables FDLR au Congo, je l'ai dit plusieurs fois, ça s'appelle coltan, ça s'appelle nobium, ça s'appelle cassitérite. Après 19 heures de mission de maintien de la paix à Kamanyola, une cité frontalière entre la RDC et le Rwanda, dans la plaine de Ruzizi, province du Sud Kivu, les casques bleus de la MONUSCO ont quitté ce mercredi cette base militaire. Ces retraits entrent dans le cadre du calendrier de désengagement et du retrait accéléré de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Une vue aérienne, nous sommes à Kamanyola. C'est ici que le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire Marc Malago Kashekere a présidé la cérémonie marquant le début effectif de la première phase de retrait accéléré de la MONUSCO dans la province du Sud Kivu. Devant un parterre d'invités, il a indiqué que pendant cette période de transition, les forces de défense et sécurité continueront à assurer leur mission régalienne, reconnue par la Constitution, celle de protéger la population et ses biens, ainsi que la défense de l'intégrité territoriale. C'est dans ce cadre que le gouverneur d'intérim, Marc Malago Kashekere, a rendu des hommages mérités au commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise, Félix-Antoine Tshisekedi, pour ses inlassables efforts visant le retour de la paix dans la partie est du pays, victime d'agressions rwandaises. Nous devons regarder les choses autrement, avoir confiance dans nos institutions et dans leurs animateurs, à commencer par le premier citoyen de ce pays, je citais Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de nos institutions et garant de la paix pour laquelle toutes nos populations de l'Est lui sont redevables et continuent à fonder leur espoir sur sa personne. Qu'il me soit permis ici de lui rendre tous mes hommages les plus déférents pour sa détermination à ramener cette paix. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC a salué la fructueuse collaboration entre les autorités congolaises du Sud Kivu et la MONUSCO, laquelle collaboration aboutit à ce retrait dans un climat de paix. Le moment fort de la cérémonie aura été la descente des drapeaux des contingents pakistanais et celui de la MONUSCO avant d'hisser les drapeaux de la RDC, le tout couplé par la signature des procès-verbaux et la remise d'une clé pour les deux véhicules. À la Chambre du Parlement, le sénateur Sangouma s'est autoproclamé président intérimaire du Sénat alors que les règlements intérieurs du Sénat ne lui donnent pas cette qualité malgré la démission du président Modeste Bahati, une situation que plusieurs observateurs suivent de très près. Au palais du peuple, les personnels administratifs ont été désagréablement surpris ce mercredi 28 février en voyant de personnes non autrement identifiées se faire passer pour des agents du Sénat. Des individus visiblement instrumentalisés qui prétendent soutenir le sénateur Sangouma comme président intérimaire de la Chambre haute du Parlement, alors que le règlement intérieur du Sénat ne lui donne pas cette qualité malgré la démission du président Modeste Bahati Lukwebo. Celui-ci, par respect de la loi sur le cumul des fonctions, a opté de siéger à l'Assemblée nationale après sa brillante élection aux législatives du 20 décembre dernier. Selon le règlement régissant le Sénat dans son article 12, le bureau sortant de cette institution dans le contexte actuel ne peut faire la remise et reprise qu'avec le bureau provisoire après l'élection des nouveaux sénateurs.
Là où le bas blesse encore, c'est lorsque ces individus recrutés déclarent que le bureau Bahati aurait mal géré le Sénat, alors que la délégation syndicale, qui est censée représenter le personnel administratif de cette institution, a publiquement jeté de fleurs au professeur Modeste Bahati Lukwebo pour sa bonne gouvernance durant les 3 ans de son mandat passé à la tête du Sénat. Cette cabale montée de toutes pièces contre Modeste Bahati Lukwebo par ses détracteurs dans le but malsain de nuire à l'image de ce digne fils du pays qui s'est toujours distingué dans la gestion de la chose publique n'est qu'un pétard mouillé. Pour rappel, pendant le mandat Bahati, le salaire des administratifs du Sénat a été sensiblement améliorée et l'administration de cette institution a été modernisée et dotée de nouveaux bureaux pour ne citer que ses réalisations. Modeste Bahati, qui a toujours été respectueux des textes, a eu à payer régulièrement les salaires, y compris la gratification communément appelée 13e mois. Ne pas reconnaître tous ces bienfaits relève de la cécité et de la mauvaise foi de la part du sénateur Sangouma qui joue maladroitement au manipulateur de ses prétendus agents. La professionnalisation de la police dans sa phase 2 et la vulgarisation de la police de proximité ont constitué l'essentiel des échanges entre l'ambassadeur du Japon en RDC et le commissaire divisionnaire principal de la PNC. Le Japon compte étendre ce projet dans la province du Sud Kivu après Kinshasa et Tanganyika. Certaines parties de la République démocratique du Congo restent difficiles à contrôler par le gouvernement. La MONUSCO étant dans la voie de quitter progressivement le terrain, les forces de police jouent un rôle majeur pour assurer la paix et la stabilité dans le pays. Les réformes de la police nationale, actuellement mises en œuvre par la République démocratique du Congo, avec les soutiens de la JICA, Agence japonaise de coopération internationale, accorde une place centrale à la promotion de la police de proximité pour une meilleure sécurisation de la population. C'est dans ce cadre que l'ambassadeur du Japon en République démocratique du Congo, Hidetoshi Ogawa, a échangé avec le commissaire divisionnaire principal de la PNC, Alonga Boni Benjamin. On ne peut que nous enchanter dans la mesure où nous avons des étroites collaborations, de coopération dans la formation de policiers et surtout la police de proximité. L'ambassadeur du Japon à RDC est venu rassurer au commissaire de la PNC de l'accompagnement de la phase 2 du projet de professionnalisation de la PNC pour la population et la paix. On a discuté concernant notre coopération de futur, à savoir la promotion de la notion de police de proximité. En effet, ce sont des idées de police qui se côtoient avec des citoyens pour promouvoir le service de police et de sûreté à tout le monde. Concernant la situation sécuritaire de plus en plus précaire dans l'est du pays, l'ambassadeur du Japon en RDC a placé un mot. Nous sommes très inquiétés. En effet, la dégradation de la situation à l'Est. Nous mettons tous les efforts pour stabiliser cette situation en main dans la main avec les autorités congolaises. Avant de quitter le commissariat général de la police nationale congolaise, l'ambassadeur du Japon à RDC a visité les locaux mis à la disposition du projet de professionnalisation de la PNC pour la population et la paix dans l'optique de la coopération entre la JICA et la police. Une nouvelle application sera disponible pour les Congolais en ce mois de mars. Diluns, cette application patriotique vise à innover dans les secteurs de transport. En vue d'un confort responsable ce 8 mars, les motards ont été formés sur son utilisation et ses objectifs. C'est une action qui vise à mieux structurer les motards, membres à part entière de notre écosystème en matière de développement. L'application Dilon fera de motards des salariés et permettra ainsi aux foyers congolais de bénéficier de certains avantages. Un profil de motard responsable recruté par ces premiers lots, des 120 au total qui ont été outillés par cette formation civique à la connaissance parfaite des Dilon. Cette application patriotique, téléchargeable pour les motards et pour les clients, sous forfait, soutenue par divers partenaires qui proposent des solutions en matière de confort responsable, dont Illico Cash qui intervient sur la partie éducation financière, Marsavco par la solution hygiénique, la structure SFA et autres partenaires.
Dillon, c'est tout simplement une application qui parle de patriotisme. L'objectif de Dillon est de dire que demain, on va apporter l'équilibre dans chaque vie de tous les motards en les accompagnant vers le civisme, vers l'éducation financière et aussi la sécurité, et que ce soit aussi des citoyens qui contribuent à la sécurisation de notre ville. Exclusivement pour le mois de la femme, on prévoit un coût que je pense que ça n'a jamais été fait au pays. Nos motards vont se donner pour pouvoir soutenir les femmes avec un forfait de 6 courses à $2. Aussi l'apport de la police pour un renforcement des actions, d'où l'intervention du général Blaise Kilimbalimba qui les a formés sur la sécurité routière. On a eu l'occasion de sensibiliser sur le civisme routier, le respect du nouveau code de la route et bref, sur la sécurité routière. On a eu à montrer combien il faut à tout prix respecter et rester dans les cadres du respect des codes de la route. Cette application, c'est lorsqu'on m'a laissé entendre, c'est pour que les motards qui l'ont sont aussi localisables. Dillon, qui vise à innover dans les secteurs de transport congolais, est également une application aux solutions de réinsertion et de développement. Dans le but de s'informer et de s'enquérir des détails sur la mission de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi de conventions de collaboration, la société civile pour la bonne gouvernance s'est entretenue ce mercredi avec le directeur général de cette institution, l'APCSC, Freddy Yodi Shembo. Les membres de cette délégation voulaient comprendre mieux sur les contrats sino-congolais auprès de cette structure de l'État qui assure l'interface entre les entreprises chinoises et le gouvernement congolais. Bishop Abraham Jamba est du moins rassuré des explications lui fournies. Contrairement aux méandres passés, la société civile pour la gouvernance juge transparentes les négociations actuelles qui d'ailleurs vont permettre à la population d'être mieux informée. Nous avons eu à examiner un peu le compromis qui a été obtenu à partir de négociations entre la partie congolaise et la partie chinoise. Alors pour nous, le membre de la société civile, il est question de nous assurer que tous les projets qui vont être gérés par la suite vont l'être de manière tout à fait correcte, de sorte que nous puissions éviter ce qui avait été enregistré dans la gestion passée de ces financements. Créée en mars 2022, cette agence joue le rôle d'interface entre les différentes parties et les entités intéressées par le projet issu des accords de collaboration ou de coopération en matière d'infrastructures de base et de ressources naturelles. La salle Pambapi de Kaminaville a abrité ce mardi une conférence de presse animée conjointement par les ministres provinciaux des infrastructures, de l'énergie et de la communication, d'intenses travaux de réhabilitation de la voirie et l'épineuse question de la desserte en énergie électrique et hydrique ont constitué la poutre maîtresse de cet échange au demeurant riche en dissipation des zones d'ombre. À travers son porte-parole, Ilunga Masumba Smith, le gouvernement provincial a présidé une conférence de presse mercredi 27 février 2024 dans la salle du Guest House Mapambi. L'objectif de ce point de presse est de rendre compte à la population représentée par le chevalier de la plume et du micro, la jeunesse et la société civile sur les réalisations du gouvernement provincial chapeauté par la gouverneure Yumba Kalenga Mushimbi. Le ministre des Infrastructures, Ndaye Mwepu Geoffrey, a éclairé la lanterne de la presse sur des questions liées à son secteur. Cette conférence de presse a connu la participation de plusieurs invités de marque, dont le commissaire général à l'énergie, le professeur Maloba Ifele, qui à son tour instruit sur le secteur énergétique qui éprouve d'énormes difficultés qui nécessitent de toute urgence l'intervention du gouvernement provincial. Dans son adresse à la presse, le porte-parole Ilunga Musumba a félicité la gouverneure Yumba Kalenga Mushimbi pour sa détermination et son savoir-faire ainsi que sa vision du développement qu'elle a accordé à sa province. De vous demander, de vous soulever les comptes. Et ces projets n'est pas seulement ici. On a commencé avec la ville parce que c'est le miroir, c'est l'escalon de la province. Les travaux de réhabilitation de la ville se déroulent à la grande satisfaction de la population de cette ville de Kamina. Nous remercions et c'est ce qu'on cherchait. Nous avons besoin que Kamina commence à se développer à travers ces travaux.
Ces travaux de la voirie urbaine des Kamina ont vu le jour grâce à la gestion orthodoxe des recettes locales générées par l'autorité Yumba Kalenga qui imprime la vision du chef de l'État. Tous les projets lancés par le chef de l'État au Kasaï central sont presque à l'arrêt. Aucune explication quant à ceux lassés de voir cette situation perdurer alors que l'avènement de Félix Tshisekedi augurait une lueur d'espoir pour cette région dans le centre du pays. Les notables du Kasaï central ont carrément fait le déplacement de Kinshasa pour rencontrer Félix Tshisekedi et lui faire part de la mauvaise foi qui caractérise ceux qui supervisent tous ces projets. Jamais l'espace Grand Kasaï n'a bénéficié de l'attention particulière du gouvernement central comme au cours du premier quinquennat du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais, curieusement, et c'est le cas de le dire, la plupart des projets lancés avec pompe, des fonds débloqués, ont été bafoués par le propre fils du Grand Kasaï. Le cas du Kasaï central, qui n'a connu aucune inauguration, sauf les poses de première pierre, durant les 5 ans passés, a poussé le membre du Forum des notables et dirigeants de cette province à faire les déplacements de Kinshasa pour rencontrer le chef de l'État et lui faire part de la duperie qui caractérise ceux à qui il confie le projet pour les Grands Kasaï. Les cas sont les gens. Je prends le cas de la route Kalamamouche. Vous avez une entreprise qui était sélectionnée et qui a voulu commencer les travaux. Aujourd'hui, l'entreprise est partie, on ne voit pas des engins sur la route. La route est rentrée plus dans l'état où elle était avant le lancement des travaux. Vous avez Chitkatin, pour lesquels les énergies au niveau central ont été déployées, pour lesquels nous avons appris qu'on a donné des moyens, mais qui n'évoluent pas, tout est à l'arrêt. La ville de Kananga fait face à plusieurs têtes d'érosion qui ont emporté des maisons d'habitation et l'argent envoyé pour assister des victimes a été détourné. Ces notables du Kasaï central, 26 au total, sont à Kinshasa depuis plus de 2 semaines et attendent toujours impatiemment cette audience avec le président de la République. Une accalmie s'observe sur différentes lignes de front dans les territoires de Massissi, Nyiragongo et Rutshuru, dans les affrontements entre les forces armées de la RDC et les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. Pendant ce temps, les autorités sur place s'activent pour mener plusieurs projets de développement. C'est dans ce cadre que le gouverneur ad intérim de la province du Nord Kivu, le général-major Peter Sirimwani, a lancé ce mercredi à Goma les travaux d'asphaltage des avenues La Conférence et Miatano au quartier Kieshero. Longue de 650 mètres, cette route de l'avenue de la Conférence et Miatano, au quartier Keshero, aux alentours du palais de justice à Goma, sera dans 4 mois revêtue d'une nouvelle robe. C'est le gouverneur militaire ad intérim du Nord Kivu qui a personnellement lancé ces travaux de modernisation et asphaltage de ces avenues. Le général-major Peter Chirimwami précise que ce projet s'inscrit dans la droite vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Ces travaux contribueront non seulement à améliorer l'esthétique de notre environnement, mais aussi à renforcer l'efficacité des déplacements, à faciliter l'accès aux institutions judiciaires et à créer de nouvelles opportunités pour nos entrepreneurs locaux. Je vous rassure ainsi que ces travaux que je lance aujourd'hui seront achevés dans les délais de 4 mois, étant donné que l'entreprise d'exécution, je cite, la SOCOC a déjà prouvé son professionnalisme et son engagement envers l'excellence. Ces travaux seront exécutés par la société congolaise de construction SOCOC à hauteur de plus de $500,000 américains sous le financement du gouvernement provincial du Nord Kivu. Timothée Soumaïli, directeur provincial de l'Office des voiries et drainage OVD, donne le plan technique des travaux à exécuter. Il sera réalisé les travaux ci-dessous. Décapage et reprofilage du terrain naturel en vue de préparer la plateforme de la chaussée. La pose de la couche de fondation de 20 cm d'épaisseur. La pose de la couche de base de 15 cm d'épaisseur. Tant que la modernisation des avenues aux alentours du palais de justice à Goma a été saluée par les habitants du quartier Keshero et les passants rencontrés sur place.
Dans l'optique de se conformer aux lois du pays, la direction générale du FOMIN, le Fonds minier pour les générations futures, a procédé ce mercredi à son siège de Gombe-Kinshasa à l'organisation du vote des délégations syndicales. Devant les caméras certes, mais le vote est resté secret cet après-midi dans les installations du Fonds minier pour les générations futures. Devant l'œil observateur de la direction générale, 48 votants sur 55 en départagé 2 syndicats, RAS, Rassure, Assuré, C'est sûr et CDT, Confédération démocratique du travail. Avec 30 voix, le premier l'a remporté, obtenant ainsi 2 sièges. Le CDT, qui n'a obtenu que 18 voix, a pu récupérer un siège au regard des effectifs de l'entreprise. Les différents postes seront occupés respectivement par Patrick Kalonji Badibanga, premier titulaire, Junior Maté comme adjoint. Ils seront suivis de Papi Okitembo, l'unique délégué du CDT. Ensemble, ils se sont mis d'accord pour œuvrer afin que le FOMIN, qui est encore un jeune établissement public, puisse devenir une référence. C'est le mandat de tout le personnel. Je sais que nous sommes un jeune établissement, donc en phase encore d'implantation. Donc il y a sûrement des choses, c'est notre première expérience et tout ce que nous avons la volonté, c'est vrai, mais on n'invente pas la roue. Donc ce que nous faisons, c'est faire ce qui s'est fait ailleurs, voir ce qui s'est fait ailleurs et améliorer d'abord en commençant par nos propres conditions de travail et puis la situation salariale. Un mandat de 5 ans dédié à tous les agents qui, liant le respect des droits et devoirs, travailleront dans l'harmonie pour atteindre ces objectifs. Face aux enjeux de l'heure, le parti politique Congo en avant de Médard Kolongo s'aligne derrière la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi et salue la reconduction de l'informateur Augustin Kabouya. Le parti politique condamne en même temps, dans sa déclaration politique, l'agression rwandaise. Le parti politique Congo en avant du président Médard Kolongo réitère son soutien indéfectible au président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et à sa vision pour l'état de droit et la sécurité dans notre pays, la RDC. Le parti politique Congo en avant apporte son soutien à notre armée dans sa lutte contre les terroristes du M23. Le parti politique Congo en avant félicite l'informateur M. Augustin Kabouya pour sa désignation et pour le travail de qualité qu'il a abattu, encourage la justice de notre pays et plus particulièrement la Cour constitutionnelle à rendre justice sans crainte dans le cadre du contentieux électoral pour contribuer à l'avènement de l'état de droit voulu par le président de la République, membre du parti politique Congo en avant. Apportons notre soutien sans faille au président national Médard Kolongo et nous lui réitérons notre loyauté et notre attachement à son combat en toutes circonstances. Nous mettons en garde le regroupement FTCA et son autorité morale qui, après avoir échoué dans leur tentative de négociation pour convaincre le président national Médard Kolongo à céder son siège à Bahati Basseme, son neveu, se sont permis d'habiller des individus non autrement identifiés et inconnus aux couleurs de notre parti Congo en avant pour faire une prétendue déclaration sans aucun soubassement. Au Sénégal, après 2 jours de discussions, le dialogue national convoqué par le président Macky Sall a rendu ses recommandations. La principale résolution est que la tenue du premier tour de l'élection présidentielle est prévue le 2 juin de l'année en cours. La proposition est tombée après plus de 6 heures de discussion à huis clos entre les participants au dialogue initié par le président de la République Macky Sall. Le 2 juin est retenu comme la date pour le premier tour de l'élection présidentielle. D'après les participants à ce dialogue, le choix de cette date est justifié en ce qu'elle va permettre de voter avant la saison de pluie qui commence au mois de juillet. Mais elle permettra également de laisser passer les ramadans qui commencent dans une dizaine de jours ainsi que d'autres fêtes religieuses.
La proposition va être déposée sur le bureau du président Macky Sall qui ensuite va signer les décrets qui convoquent le corps électoral ces jours-là. Lors des discussions, la commission a aussi proposé de garder la liste des 19 candidats validés par les conseils constitutionnels avec la possibilité d'examiner de nouveau les dossiers de candidats recalés afin de potentiellement les y ajouter. Une mesure qui permettrait à Karim Wade de pouvoir se présenter à la course. Reste en suspens la candidature de l'opposant Ousmane Sonko s'il est libéré grâce au projet de la loi Amnistie annoncé lundi par le président de la République Macky Sall. Enfin, la dernière proposition du dialogue est de permettre à Macky Sall d'assurer la transition à la tête du pays après la fin de son mandat le 2 avril prochain jusqu'à l'élection de son successeur. Alors qu'il a répété à plusieurs reprises que le 2 avril marque la fin de son mandat, la question est de savoir s'il va accepter la proposition de se maintenir à la tête du pays jusqu'à l'élection de son successeur. Le participant au dialogue invoque l'article 36 alinéa 2 de la Constitution, mais à voir si cette interprétation est validée par le Conseil constitutionnel, alors que cet organe invoque les cas où le président successeur est déjà élu. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Félix Tshisekedi dénonce l'agression rwandaise en Belgique où il séjourne depuis ce mercredi. Le président de la République a exigé des sanctions contre le pouvoir de Kigali et compte faire annuler les derniers protocoles d'accord entre le Rwanda et l'Union européenne. La MONUSCO a plié ses bagages au sud Kivu, plus précisément à Kamanyola, une cité frontalière entre la RDC et le Rwanda, dans la plaine de Ruzizi. Les casques bleus étaient installés sur les lieux depuis 19 ans jusqu'à ce mercredi. À la suite de la démission de Modeste Bahati Lukwebo, un sénateur s'est autoproclamé président du Sénat, contrairement à ce que disent les textes. Une situation que plusieurs observateurs dénoncent, tel que vous l'avez suivi dans ce journal. Les Sénégalais devraient aller aux urnes le 2 juin prochain. C'est une des conclusions des échanges qui ont actuellement lieu au pays en crise après le report brusque de ce rendez-vous constitutionnel. Les opposants Karim Wade et Ousmane Sonko, exclus du processus, pourront tous de revenir à l'issue des négociations. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.